Hello tout le monde, Bonjour à tous. bienvenue Kevin Bien. sur notre premier Twitch. Donc on fait notre première carrière de streamer. C'est Ouais, avec plaisir que je fais ça avec toi à Brest dans nos superbes locaux que je découvre depuis 2 jours avec un magnifique soleil, comme quoi c'est une légende, hein, la pluie en Bretagne. dans la belle ville de Brest. Exactement. Donc bienvenue à toutes et à tous. On va passer une petite heure ensemble à peu près, histoire de commencer à découvrir nos produits d'intelligence artificielle, ce qu'on entend chez OVH par l'intelligence artificielle, ce qu'on propose aussi, histoire de vous donner un peu envie d'aller plus loin. Alors, on attaque une triptyque pour l'instant de Twitch. Le premier est avec Kevin qui va nous permettre de découvrir un peu tout ça. Après, la semaine prochaine, on va faire appel à vraiment à ceux qui savent, comme j'aime bien dire. Non, si tu sais. En tout cas, pour nous faire vraiment voilà, le job et puis vraiment aller dans le dur, dans un cas concret. Aujourd'hui, on va vous faire quand même une démo parce que les démos, c'est chouette. Mais l'idée, c'est de vous donner envie d'aller un peu plus loin. Et puis, on finira par un troisième Twitch encore un peu plus technique pour vraiment vous montrer tout l'ensemble de nos produits. Ouais, aujourd'hui, c'est la découverte et après, on passe à la tech. C'est ça. Du coup, on va commencer un peu les présentations. Donc, Kevin, je vais te laisser te présenter pour voir un peu ce que tu fais chez nous et puis ton équipe qui est plutôt sympathique aussi, donc bien la présenter. Et du coup, Kevin Hamid, je fais partie de la team IA. Donc, on est dans la PU Data. Donc, c'est organisé comme ça chez OVH en unité produit. Donc, du coup, là, on fait partie de toute l'unité data qui gère aussi les databases, tout ce qui va être l'écosystème autour de la data. Et donc, il y a l'IA. Et donc, je fais partie de cette équipe. Je suis directeur technique sur cette équipe. D'accord. Voilà. Et du coup, on en a deux. Il y a l'équipe Core qui va vraiment créer la plateforme qu'on va voir, donc avec AI Training et Notebook. Et on a une équipe Solution qui va être là pour builder des verticaux, construire des verticaux. Et notamment, c'est dans cette équipe qui a Eléa qui va faire les démos la semaine prochaine. Vous verrez qui sont en charge de faire la promotion aussi des produits, de faire les tutos et aussi d'aider nos clients à utiliser notre plateforme. Ok. Donc, voilà, on a deux grandes équipes. Ouais. Alors, la partie data, on va pas trop la voir. On a dans l'idée quand même de monter des choses pour vous montrer que c'est important, la data. Ouais. Et donc, on fera certainement des lives qui vont expliquer un peu tout le processing de la data en amont avec le reste, l'autre partie de l'équipe. Du coup, on a une équipe, moi, que j'aime bien, qui est vraiment bien organisée. On essaie d'être un peu très vertueux avec Product Owner, Scrum Master, une Dev Team. Vous êtes en cours de recrutement ou pas? S'il y a des gens qui sont intéressés, ça peut… Ouais, alors la manière dont on est organisé, donc je parlais notamment de l'équipe Core, c'est vraiment on est au standard, on va dire, de la PU et au standard de OVH Cloud. C'est-à-dire qu'on a une équipe donc de dev et d'ops, donc on va dire DevOps, avec les gens qui font certaines activités en fonction de leurs appétences, on va dire. Et après, il y a toujours un triptyque, donc Tech Lead, qui va être là pour voir les grandes, les architectures, l'époque, faire les arbitrages techniques s'il y a besoin. Le team lead, qui va être le manager de proximité, et on a un PO, effectivement. Donc, dans chaque équipe, il y a de la data et donc de l'IA, il y a un PO. Et après, c'est épaulé à un niveau au-dessus pour toute la PU data d'un PM, donc notre product manager, qui a lui la vision globale et plus long terme. Très transverse. Et voilà. Et on a aussi un Scrum Master pour on va dire l'aspect plus technique de l'agilité. Donc on est vraiment au standard de ce qui se fait sur l'organisation. On est bien. Ok. Et donc du coup, si des gens ont envie un peu de rejoindre l'aventure, ils peuvent nous… on recrute complètement. Nous faire un coucou. Complètement. Et ils peuvent postuler sur le site d'OVH et on recrute effectivement à la fois dans l'équipe Core, donc des DevOps, et à la fois dans l'équipe Solution. Donc les gens puissent orienter vraiment IA, donc machine learning, et notamment un spécialiste GPU. D'accord, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, on va petit à petit rentrer un peu dans le monde de l'IA. Alors moi, je suis DevRel, moi je fais des paillettes et je fais beaucoup de choses, mais je ne suis pas expert IA. Du coup, en fait, on peut faire quoi de manière très haut niveau avec les offres IA chez nous, chez OVH Cloud? On a quoi comme produit haut niveau en fait à l'heure actuelle? Là, donc du coup, encore une fois, ça s'inscrit dans tout l'écosystème public cloud OVH, la data en particulier, la data et l'IA en particulier. Et donc là, on a les produits qui permettent, en gros, les faiseurs de l'IA. Donc ça va vous permettre d'adresser vos données, de les manipuler, après entraîner vos modèles et à terme faire l'inférence. Donc on a vraiment tous les primitives vraiment d'une utilisation de l'IA. Donc, on verra tout à l'heure. Aujourd'hui, on va se focaliser sur plutôt une démo notebook. Oui. Parce que ça reste simple et ça va quand même vous montrer un peu l'esprit en fait de nos produits. Et avec les autres Twitch, on ira un peu plus dans le détail. Alors,
Moi, de toute façon, c'est l'entrée. C'est l'entrée, c'est l'entrée naturelle de toute façon. Hein, voilà. Donc, pour l'instant, j'ai bon, c'est cool. Il me reste 2-3 choses avant la démo. La première, alors qui a de ma vision est quand même un peu le nerf de la guerre quand on parle d'IA, on va parler GPU. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on offre? Comment ça se passe au niveau des GPU avec OVH Cloud? Alors, sur les offres IA, on est sur des V100S, donc vraiment les très très bons matériels chez NVIDIA. Actuellement, on n'a que cette offre-là, ce qui est quand même des très bonnes cartes. Ça permet de faire vraiment des entraînements assez rapides. Donc, on va parler un peu du prix. On est à 1,75 $, ce qui nous place on est assez compétitif là-dessus. Et après, on va effectivement étendre cette gamme. Donc, alors, il faut savoir, il y a des cartes pour l'entraînement. Là, c'est tout ce qui va être V100 à 100. Et après, sur l'inférence, plus tard dans l'année, on va aussi avoir des T4 et potentiellement des T4. Qui vont permettre de faire de l'inférence. Du coup, je peux me faire une petite partie de Counter-Strike si j'ai envie. Pas forcément les mêmes cartes, mais voilà. L'idée est bonne. Donc, tu en as un petit peu parlé. Donc, clairement, on est niveau prix, on est plutôt challengeant. Donc, c'est pourquoi, en fait, on nous choisirait, nous, plutôt que… Parce qu'il y a peut-être d'autres acteurs qui font comme nous, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, mais certainement. Donc, pourquoi VH Cloud sur cette partie-là, plus que d'autres, au final? Pourquoi on ne nous choisirait pas, déjà? C'est ça. Alors, moi, je vois 3 axes, on va dire, majeurs pour choisir une offre, notamment l'offre IA. Il n'y a pas forcément d'ordre dans ce que je vais dire, dans les valeurs, mais il y a déjà le prix perf. On est très bon, parce qu'on est sur du conteneur. Donc, là où d'autres hyperscalers sont sur de la VM, ça met un peu de temps à se lancer, nous, ça se lance très vite. Et on est à 1,75 $, ce qui nous positionne, notamment pour du training, sur des prix vraiment intéressants. D'ailleurs, on va peut-être, à un moment, je crois, évoquer les API. On a des gros acteurs qui se servent de cette plateforme comme solution de débordement pour leur grosse workload IA sur GPU. Donc, c'est plutôt pas mal. On est construit sur l'offre public cloud d'OVH, ce qui fait qu'au niveau certification, on va dire tous les audits de sécu, le respect de la souveraineté, le RGPD, tout ça. On est sur un royaume à côté, on est vraiment… voilà, on est sur le public cloud, donc on a et on est embarqué, donc toutes les solutions IA, du coup, embarquent toutes les valeurs promues par OVH Cloud. Et on sait que là, voilà, c'est toujours pareil, c'est au-delà du prix, au-delà de la performance, on sait qu'on voit bien avec GA, Google Analytics, dernièrement, et la CNIL, il peut y avoir des tensions à ce niveau-là. Voilà, là-dessus, on est chez nous. Ces questions-là, elles sont réglées, le DPO, il est rassuré. Et après, il y a aussi les enjeux sociétaux. On voit puisqu'on a notre propre water cooling, ça, peu de gens le savent, mais OVH Cloud a son propre water cooling, système water cooling. Refroidissement. Oui, refroidissement à l'eau. Et du coup, les serveurs sont construits from scratch, avec des réutilisations sur plusieurs marques, ce qui fait que les data centers OVH sont parmi les plus efficients en termes de consommation électrique. Donc ça, on voit… C'est aussi quelque chose qui peut parler si c'est des choses on fait de plus en plus attention. On est obligé de faire attention, du coup, pour le futur, ce qu'on essaye de construire. Voilà, c'est les 3 axes que moi je vois, qui font qu'on peut… On choisit OVH Cloud. Moi, je suis convaincu. En tout cas, moi, j'y vais tout de suite. Ok, donc là, voilà, on avait pris 10 minutes, un quart d'heure. On s'était dit, on ne va pas vous embêter plus que ça sur la partie présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous le remontrerai tout à l'heure. On a un Discord où toutes les équipes de Kevin sont présentes et répondent très vite. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir dessus. On vous partagera les liens. Là, ce que je vais vous proposer, c'est de partir sur une démo. On va se créer un notebook avec, alors je fais super expert, mais donc du coup, avec un modèle YOLO, je te laisserai expliquer ce qu'on va faire. L'idée, c'est de faire très simple pour vous montrer comment on fait ça. Un peu de CLI aussi, parce que c'est quand même toujours sympa la CLI. Qui est très utilisé. Qui est vraiment très utilisé, donc ça vaut le coup de le montrer. Et puis, on verra un peu le timing, comment ça se passe. Et du coup, c'est Pat Le Guen dans mon oreille à la régie qui nous souffle. Et justement, toute la démo qu'on va vous montrer, en fait, l'idée, c'est que si vous avez envie de jouer avec, toutes les sources seront publiées sur un repo GitHub. Et on va vous offrir des vouchers dans le chat du Twitch qui donne accès à… Je crois qu'on a mis 250 euros. Donc, si je reprends ce que tu disais, ça laisse quand même pas mal d'heures de compute.
Et vous pourrez rejouer avec non seulement la démo d'aujourd'hui, mais je vous montrerai, on a aussi l'équipe de Kevin qui a préparé plein de notebooks avec plein de démos super sympas à faire soi-même, avec des tutos qui expliquent comment les utiliser. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser avec le Launcher pendant quelques temps. Si en plus, vous le faites de manière intelligente, en arrêtant les notebooks, etc., ça peut normalement vous durer quelques temps, au moins pour voir un peu ce qu'il y a dans le ventre de l'offre qu'on propose. Complet. Et il fonctionne aussi pour l'object storage, ce qui fait que le Launcher permet de stocker. On va voir qu'en fait, on relie les object storage. Ça permet de stocker ses données, de faire son compute. Donc, voilà, ça permet de vraiment bien tester la plateforme. Eh ben, on va faire une petite démo. Allez. Alors, j'ai une anti-sèche, hein, donc, vous me verrez parfois de temps en temps, j'ai un petit onglet où j'ai les choses à copier-coller, je cache rien. Hein, mais... Alors, je suis dans notre console d'administration. Ouais. Pardon. Ça, c'est le manager OVH, le classique. Donc, je suis connecté directement. Là, on retrouve tout. On retrouve le storage, on trouve la partie cube manager qu'on va expliquer certainement lors de Twitch à un moment donné. Et puis, ce qui m'intéresse, pardon, c'était un peu vite, c'est la partie machine learning et AI. Oui. On retrouve notebook training. Ouais. Apps, on n'en parle pas tout de suite. Petit teasing pour la fin, mais c'est tout nouveau et c'est plutôt sympa. Voilà, sorti cette semaine en alpha. Voilà. Et ML Serving, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Non, il est en end of life. Il est en end of life, donc autant pas en parler, ça évite d'être confusionnant. Alors, je vais créer un petit notebook. Ouais. Je suis en Wi-Fi. Oui, et puis on est bien d'accord que ça va planter. Ah oui, c'est l'effet démo. C'est l'effet démo. Là, on voit que j'ai peut-être répété, donc du coup, je ne vais pas mettre le même nom parce que je me connais. Allez, soyons. OK. Je ne suis pas de label, il n'y en a pas besoin pour la démo. Non. Donc, la première étape, c'est qu'on arrive sur le code éditeur. À l'heure actuelle, on a deux possibilités comme éditeur. On a le Jupyter Lab. Alors, moi, de ce que je découvre au fil des mois où je découvre le monde de l'IA, c'est quand même massivement utilisé par les personnes. 80% de nos clients prennent Jupyter. Okay. C'est l'IDE le plus utilisé, le plus utilisé chez les data scientists. On propose du VS Code. Alors moi qui viens du monde du dev, c'est le truc qui m'intéresse. Alors c'est un VS Code packagé déjà avec tout ce qu'il faut. On peut ouvrir nos notebooks Jupyter dans VS Code. Moi je pense que je vais m'amuser avec et je ferai des petites démos de temps en temps pour voir parce que c'est plus fort que moi du coup je vais voir ça. Et pour que les gens comprennent, derrière ce qui est caché en fait, c'est qu'on produit des images Docker tout simplement et en fait au fur et à mesure qu'on va créer notre notebook, on va construire cette image qui va être après runée sur nos infras avec du GPU au lieu de, enfin potentiellement ou du CPU, mais plutôt du GPU dans notre cas, au lieu d'avoir du CPU classique. Donc, dans la démo, je vais prendre Miniconda. Alors, on va pas faire. Alors, je suis désolé, ça marche un petit peu parce que j'ai grossi mon écran, donc il y a des choses qui se mettent peut-être pas très bien. On ne va pas tout expliquer, et puis moi, je serais incapable de le faire, je pense que toi, tu saurais, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on fournit des frameworks, là aussi, massivement utilisés dans la communauté. C'est les plus populaires, on va dire, de la communauté, qui nous sont demandés d'ailleurs dans nos clients sur Discord. Globalement, en fait, ces images-là, elles ont été bâties avec les retours clients sur Discord. Ok, donc c'est pour ça, le Discord, il faut vraiment y aller. Et ce qui est encore intéressant, c'est que, comme je disais, on est en train de fabriquer notre image. Et du coup, en fait, toutes les problématiques de compatibilité, dès qu'on choisit un truc et tout ça, en fait, tu es préinstallé. Oui. Moi, je n'ai pas à faire les choses. Et ce qui est sympa, c'est qu'on propose plusieurs versions. Oui. Donc, je peux aussi rester dans une version que je veux. Si je n'ai pas envie forcément de monter de version, je construis mon image sur une certaine version et je resterai sur celle-ci. Exactement. Donc, moi, dans la démo, je prends Miniconda, je fais comme si j'étais hyper expert, mais c'est parce que je sais que c'est ça. Privacy setting, bon, ça c'est assez classique. Là, je vais rester en restricted parce que ça évite que j'ai tout sur Internet, mais je pourrais le faire avec un gros message warning. Attention, parce qu'on parle d'IA, on parle de data. Oui. Si on commence à ouvrir à l'extérieur, c'est-à-dire qu'aussi les data, on les ouvre. Donc, il faut faire un peu attention parce que les leaks, c'est assez vite arrivé, mais on peut le faire. C'est ça. Data center location. Moi, je prends Gravelines parce que j'ai une appétence particulière avec le nord de la France. C'est ça. Mais en fait, c'est les deux data centers sur lesquels on est déployé, donc Gravelines et Beauharnois. Et ça revient avec ce que je disais sur l'aspect bas carbone, parce que le Beauharnois est au Canada, qui est un pays qui est connu, notamment avec l'hydroélectrique, qui est connu pour le bas carbone, et Gravelines en France, nous aussi.
Du coup, voilà, ça rejoint ce que je disais sur les enjeux sociétaux. Et on n'a pas parlé, on en a parlé rapidement, on le verra quand je vais l'attacher. Nos data, on va les monter sur un object storage container. Oui. La bonne pratique, c'est de le mettre sur la même région, oui. parce que ça aide un peu à l'efficience. Ouais, complètement. Sachant que, alors ça c'est les coulisses, on ne le dit pas forcément à nos clients, mais en fait l'object storage peut être un peu lent en entrée-sortie, ce qui fait qu'à la première init, on va copier les data dans un CFFS qui est vraiment collé aux machines, donc pour vraiment limiter la latence et que ce soit beaucoup plus, pour que les IO soient performants. Voilà, et que du coup en fait on puisse, parce que c'est vraiment le goulet d'étranglement. Ce qui explique que sur le lancement, quand il y a beaucoup de data, ça peut mettre un peu de temps parce qu'il y a cette phase d'optimisation en phase amont. Exactement. Mais qui est nécessaire si on veut gagner en performance. C'est ça. Et alors après, il y a le système de cache, quand vous relancez, quand vous faites votre retrain, vous n'avez plus cette phase d'init. Donc c'est là où on gagne vraiment en performance. Et après, on peut aller attaquer la GPU beaucoup plus fortement. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment très bien. Et on ne facture pas nos clients à cette phase d'init. C'est ce que j'ai demandé. Ça, c'est fourni out of the box. C'est comme ça. Il y a pas de C'est comme ça. Et on ne facture que quand c'est lancé, quand du coup les données sont vraiment à la GPU. Enfin, je vais y aller, je pense. Donc les ressources. Alors, pour la démo, je vais prendre 2 GPU. Ouais. Ça me permet d'éviter de faire trop de claquettes quand ça va calculer. Ouais. Là, clairement, c'est la connaissance de la personne qui va monter son notebook, de ce qu'elle doit faire, qui va faire qu'elle va choisir plus ou moins de GPU. C'est ça. Et le temps, en fait, le temps versus le prix qu'on a. Parce que finalement, on voit c'est des hosts avec 4 GPU. Donc on peut monter jusqu'à 4 GPU. Donc là, sans trop réfléchir, vous montez à 4 GPU, vous lancez votre modèle, il s'entraîne dessus. Du coup, ça passe très bien. Sachant que, donc après, on verra notamment avec training, quand on lance des notebooks ou des jobs, ils sont, du coup, on a 2 pas de réseau tout le temps. Ils sont sur le même réseau interne. Ce qui fait donc vraiment que pour le client. Okay. Ça communique que pour le client. Et ce qui permet de lancer plusieurs jobs et d'aller répartir son calcul sur plus que 4 GPU. Donc, commencer à penser à faire du grid, en fait, quelque part sur le compute. Quoi. Voilà. Et ça, c'est un niveau un petit peu avancé. Tous les frameworks de machine learning ne sont pas forcément. C'est ce que j'ai cru comprendre, qu'on ne pouvait pas le faire avec n'importe quoi. Et que, du coup, Voilà. Et si vous avez un usage bien avancé, que vous maîtrisez bien le framework de machine learning qui le fait, eh ben, vous pouvez très bien lancer plusieurs jobs et aller à 8, 12 GPU. Sachant que le host en a 4. Donc, toujours pas Counter-Strike, du coup. Toujours pas Counter-Strike. Bon, voilà. Pas encore. Pas encore. Donc, bon, moi, 2 GPU, ça me va. Ouais. Alors, on arrive là sur une partie, en toute honnêteté, faut bien le lire et on va vous l'expliquer, comme ça vous le saurez, parce qu'on mélange un peu de notions. On va mélanger nos notions de données, donc les données sur lesquelles je vais faire mon travail, vraiment mon analyse, et aussi ce qu'on appelle les données de source. Donc, c'est pour ça qu'on a à la fois le Git et on parle de Git repository et d'object storage container. Dans mon cas, je vais accrocher les deux. Je vais m'accrocher déjà. Alors, j'ai déjà créé un object container. Il ne faut pas oublier de le créer avant. Ouais. Ça me permet de gagner du temps. Alors, dedans, c'est tout simple. J'ai mis 4 images, parce qu'on verra que la démo, j'ai besoin de 4 images. Donc, je vais le retrouver ici. Tout va bien. C'est là où je vais prendre mes anti-sèches pour ne pas me tromper. Donc, copier-coller. Je t'en prie, vas-y. Souvent, on conseille à nos clients d'avoir toujours 2 conteneurs object storage. Un pour les données d'entrée que vous mettiez en read-only. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas aller casser votre dataset d'entrée. Et un en sortie, du coup, en read-write. Et du coup, là, ça permet d'entraîner votre modèle et de le déposer à la fin. Voilà. Et comme moi, je vais utiliser un modèle déjà pré-entraîné. J'ai bien retenu la leçon. Du coup, je n'ai pas besoin de le faire, mais effectivement, c'est ce qu'on ferait. Du coup, là, j'attache mon petit Git. Encore une fois, je vais aller, parce que le copier-coller et moi, ça fait un peu deux. Hop. On met. Alors, petite subtilité, n'oubliez pas le point Git à la fin, parce que sinon, il ne va pas être
Vas-y, vas-y. Voilà, c'est bon. Hello, désolé. Problème de régie. Problème de régie, c'est... Non, là, attends, c'est notre premier. C'est notre premier. Alors, je vais repartager. Donc, je vais demander dans le chat, est-ce qu'on peut me dire à quel moment on nous a perdu? Juste savoir ce qu'il faut qu'on refasse. Parce que du coup, ça se trouve, on nous a perdu au moment du bonjour. Ouais, ça serait dommage. Donc, ce serait dommage. Donc, non, je pense qu'on t'a perdu au point Git. Ouais, je le vois bien là. Tu le vois là, toi Je vais me connecter en parallèle, voir si je vois ce qu'on me met dans le chat. Tac, tac, tac. Oui, Git. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Vous avez bien fait quand même. Donc, je le répète, il faut mettre le point Git, sinon ça ne marche pas. En résumé, c'est ça. Allez, c'est reparti. Je n'ai même pas profité pour boire un coup, comme quoi. Ouais, tu vois, je te donne. Donc, là, ce que je suis en train de dire, en fait, c'est quand même pour expliquer. Donc là, je vais me mettre en read-write. En fait, l'object storage, je vais le présenter sur un point de montage workspace/image. Il va être en read-only. Et donc, je vais pouvoir accéder aux différents fichiers que j'ai déjà préloadés. J'ai 4 images de test. Mon Git repository, en fait, il va me le monter aussi sur un point de montage, Workspace Notebook. Alors là, je l'ai mis en read-write parce que lui, il va écrire des choses. Et en fait, ce que va faire l'image, vous voyez, un petit le e-commercial sur mon, je ne sais pas pourquoi sur mon navigateur, ça fait ça. Il va en fait faire un bête clone. Et du coup, il va me donner accès à tout l'exemple qui est déjà précodé, que vous pourrez utiliser après. Ça, pareil, c'est une fonctionnalité qui nous a été demandée par la communauté. Ça, c'est cool. On ne se cache pas qu'avec une coupure réseau, on va voir ce que ça va donner. Oui. Si à la fin, ça va passer. Clé, en fait, je ne vais pas l'activer, mais c'est quand même super pratique. Je pense qu'en théorie, quasiment tout le monde a envie de l'activer, c'est que ça va vous permettre de vous connecter en SSH sur votre notebook. Donc, c'est toujours pratique pour aller vérifier 2-3 trucs, par exemple les données des points de montage, etc. Voilà, je ne le fais pas, j'en ai pas besoin. La review, ça nous permet de voir que on va faire tout ça. On a notre factu. Donc là encore, on n'essaye pas de cacher des choses. Hein, c'est vraiment assez simple. J'ose pas scroller parce qu'il y a un léger bug d'affichage, mais je vais quand même le montrer. On montre tout, on est comme ça. En théorie, on vous montre normalement la CLI qui est générée automatiquement. Il y a un petit bug d'affichage. Il y a un ticket qui est ouvert, on va solutionner ça super vite, ne vous inquiétez pas. Je clique ou pas? Vas-y, clique. Mais pour le coup, là, c'est tu remontreras avec la CLI. Du coup, c'est intéressant parce que tu as le code et ce qui te permet après de le copier-coller et via la CLI, la CLI voilà, exactement ça. En gros, à chaque fois que vous lancez un notebook, mais même un job, c'est pareil. On vous donne le code et vous le copiez-collez. Et après, dans la CLI, ça vous permet de régénérer le même et du coup de tout scripter. On a notamment des admins des clients qui nous partagent leurs usages, on va dire. Et on a des admins qui font ça dans les boîtes où en gros, ils en récupèrent plusieurs et le matin, ils ont un script qui vont lancer les notebooks de tous les data scientists le matin. Le data scientist arrive, il récupère les URL générés. Okay. Après, il se connecte, il travaille la journée et le soir, ça passe et ça éteint tout. Ce qui évite les surfacturations, ce qui évite ce que je parlais en termes d'intelligence d'utilisation. Voilà, il y a des choses comme ça qui. Complètement. Et alors, on a teasé du coup un peu CLI, mais effectivement, on va voir que le CLI va nous permettre de rentrer dans de l'automatisation qu'on n'aurait pas forcément avec du point and click classique sur une interface. Non. Alors, comme j'ai un tout petit notebook, il est déjà créé. Et j'ai déjà directement, par exemple, pas notebook, Jupyter Lab. Donc, du coup, ça me lance un Jupyter Lab. Donc là encore, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, on a construit une image en fait pour les utilisateurs petit à petit et on a mis ce que j'ai demandé. Donc, on va retrouver quoi? On va retrouver, donc nous derrière, on a préinstallé tous les frameworks dont on a besoin. On peut faire du terminal si on a envie de faire du terminal. Bon, là, ce n'est pas le but de la démo, mais voilà, si je fais un petit ls, je retrouve ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ici 3 répertoires. On retrouve mes 2 répertoires dont je vous ai parlé, qui ont été montés à partir de soit mon repo Git, soit mon object storage container. Mon object storage container, je me retrouve avec mes images. C'est mes images de test de tout à l'heure. On verra. Pour l'instant, du coup, dans mon notebook, je me retrouve avec le code déjà codé. Merci Léa encore qui nous fera le Twitch dans 15 jours. C'est elle qui a tout fait. Ce n'est pas moi. Et là, alors ce qui est sympa, alors c'est pareil, on vous partagera l'URL. On a toute une myriade d'exemples de notebooks, de jobs avec plein de frameworks différents, plein d'outils différents. Exactement. Plein de choses à tester, à essayer qui sont plutôt très sympathiques. Et tout ça, c'est public, c'est dans GitHub. Et vous pouvez bien sûr les utiliser et nous faire des feedbacks avec des PR s'il y a des améliorations à faire. Exactement. Ça permet de bootstrap un peu, de prendre en main, de voir un peu comment ça fonctionne et de rentrer un peu vite. Là, il y a un truc
qui s'est bien passé, parce que je pense que tu étais connecté avant, mais il ne faut pas oublier de créer les users OpenStack. Et c'est la partie, voilà, c'est la partie un peu tricky du truc. Transparence, je le montre. Effectivement, en théorie, on a un peu répété quand même, on a essayé de faire les choses bien. Donc, quand je lance mon Jupyter Lab, j'aurais dû avoir une mire d'authentification qui me dise « signez-vous ». L'utilisateur utilisé, c'est un utilisateur… Et heureusement d'ailleurs. Et heureusement, bah oui, bien sûr. C'est un utilisateur donc à déclarer dans notre project management, dans la section user and role. C'est ça. Typiquement, j'en ai créé un, c'est ce user-là. Les 3 rôles importants à donner, training operator, training reader et object storage operator. Exactement. On devine pourquoi, parce qu'on va manipuler de la data, de l'object storage et puis les produits AI, donc il faut bien qu'on puisse le faire. Exactement. Et du coup, pour se connecter au notebook et après au job, ce n'est pas le login mot de passe OVH qui reste le login mot de passe d'administration. Voilà. Exactement. Et on crée du coup des users ici, des users OpenStack, qui permet de bien décorréler les choses. C'est ce que je veux dire. Donc, ils auront accès que à la partie IA, ils n'auront pas à aller bidouiller le Kubernetes, par exemple, si on a aussi l'offre Kubernetes. Exactement. Et ce qui permet, donc, du coup, aux administrateurs aussi, de créer des users avec des rôles un peu limités, de les donner aux gens et de contrôler un peu ce qu'ils font. Et on peut aussi créer des tokens qui sont un peu, on va dire, éphémères. Comme ça m'est arrivé, par exemple, tu veux débugger quelque chose, tu crées un token, tu le donnes au collègue, il va se connecter à ton… Et après, le token, il sera invalidé. Exactement. Et donc, tu n'as pas de problème de sécurité, de mot de passe qui traîne dans la nature. Exactement. Et tu ne partes pas de login mot de passe, c'est juste un token. J'ai bien fait de venir, j'ai appris un truc. Tu vois. C'est cool. Alors, notre notebook. Alors, vous allez voir, hein, il est assez simple. En tout cas, moi, déjà, il me fait déjà briller les yeux. Donc, c'est assez simple. Je vais utiliser YOLO. Je vais te laisser expliquer un peu ce que c'est. Comme ça, je vais faire les étapes de chauffe en parallèle qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour la démo. Et je te laisse expliquer pendant ce temps-là. YOLO, c'est une bibliothèque de modèles pré-entraînés pour la détection d'objets. Donc, c'est les modèles un peu connus, on va dire. Je crois qu'ils sont dans la version PyTorch en version 5, depuis la version 5. Là, on est en YOLO V5. Donc, voilà, globalement, vous avez des modèles pré-entraînés pour détecter des objets. Vous pouvez les retrain, les réentraîner pour affiner un peu le truc. Mais globalement, même on donne une image avec leur modèle standard. Normalement, il y a ce qu'il faut pour reconnaître, là dans l'exemple, un chien, un cycliste, etc. Exactement. Voilà. Sortie de la boîte, c'est déjà plutôt très, très bien. C'est de la belle ouvrage quand même. Ça. Donc, je vous explique un peu ce qu'on a fait. Peut-être que je zoome un petit peu. Allez, on va zoomer un petit peu. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et je vais enlever ça. Hop, hop. Un petit coup de zoom. Donc, ce que j'ai fait, c'est assez simple. Donc, j'ai récupéré le framework. Je me positionne. Bon, ça, il n'y a pas d'intérêt. Donc là, ça tourne encore un peu. C'est bientôt fini. On installe toutes les dépendances Python dont j'ai besoin pour que ça tourne. Donc là, on voit que ça fait des choses. Alors, je dépends du réseau, donc on va pas trop lui dire de choses parce qu'il sera capable de nous couper encore la chic. Donc, on va le laisser tourner. Et une fois qu'il aura installé ça, en fait, c'est assez simple. Comme c'est sur étagère, en gros, je vais juste dire, vas-y, dis-moi commence à faire ton boulot de reconnaissance. Et du coup, il va commencer avec mon jeu de données, d'exemple que je vais lui donner. C'est sûr que là, tu fais un certain nombre d'installations parce que tu as pris ces Miniconda. Tu pourrais très bien aussi prendre d'autres frameworks. Où il y aurait déjà des choses installées. Exactement, on est parti sur l'image Miniconda qui est assez minimaliste, mais qui nous permet quand même d'avoir une bonne flexibilité. Voilà, plus on va prendre une image avec des choses préinstallées, plus on va se retrouver à être obligé d'utiliser ce qui est déjà installé ou de devoir jongler entre des versions qui ne sont pas toujours compatibles si on installe un nouvel outil. Exactement. C'est toujours compliqué. Ça, entre guillemets, se battre entre les versions. C'est un peu la croix et la bannière. Exactement. Donc, je continue à dérouler mon notebook. Là, pour l'instant, ce n'est pas des étapes hyper importantes. Donc là, j'arrive sur l'étape qui est intéressante où je vais lui donner l'endroit où il va chercher des images et en lui disant, en gros, fais ton taf de commencer à regarder ce qu'il y a à faire. Enfin, moi, je le dis avec mes mots, mais c'est ça. Hein. Tu prends tous les risques d'exécuter un notebook en direct. Oh, mais ouais, mais moi, je suis comme ça. Alors, il prenait un peu de temps, je trouve, sur l'installation, mais normalement, il devrait voilà. Donc, il fait son boulot. Et alors, il fait des choses, il nous dit des choses ici. En fait, on a déjà plein de choses qu'on voit normalement, qu'on pourrait, je laisse faire. Voilà. Et là, il va nous dire, là, je vois 2 personnes, je vois 9 personnes, je vois, etc. Alors, c'est déjà bien. Mais ce qui serait mieux, c'est qu'il me le dise sur les photos. Ce serait top. Et donc, on a une dernière étape qui, en fait, va nous positionner sur la photo. Alors, on voit un peu le résultat parce que je n'ai pas fait mon travail. Quand je l'ai ouvert, j'aurais dû clean la sortie. On a l'ancienne sortie. Mais ce n'est pas bien grave, je vais le relancer. Alors ça va assez vite. Et en fait, on voit qu'il a fait
toutes les sorties texte qu'on avait où il disait je détecte une personne, un vélo et tout ça, en fait, il nous le met sur la photo d'origine avec l'indice de confiance, c'est ça qu'on voit. Et puis, on voit que quand même, on a des indices de confiance plutôt sympathiques. Alors, on voit que là, sur la toute petite voiture derrière, l'indice de confiance est assez faible, mais c'est quand même normal, même s'il a raison, ça a l'air d'être une voiture. Et puis, c'est pareil. Alors là, on voit qu'il y a plein de choses aussi sur des images assez statiques. Bon, là, c'était assez simple. C'est pour ça que, enfin, c'est simple. Je dis ça se trouve, c'est super compliqué. Mais voilà. Donc, on peut imaginer que ça, après, une fois qu'on a ça, on verra qu'on peut le réentraîner. C'est là où on aurait la partie job qui arriverait. On ne va pas montrer aujourd'hui. Après, on peut l'expliquer un petit peu si on veut un peu teaser ce qu'on va faire dans 15 jours. En fait, c'est les différentes étapes. On voit le notebook, ça permet. Alors là, c'est vraiment assez simple. On prend le modèle sorti d'étagère. Mais globalement, dans la user journée, on va dire, du data scientist, c'est je lance le notebook, je travaille un peu mes données. D'ailleurs, je travaille beaucoup mes données. Je me permets quand tu parles de montrer un truc, vas-y. Ouais. Notamment, là, bientôt, on aura. Tu vas bien, t'inquiète pas. Bientôt, on pourra même lancer des jobs Spark. On pourra lancer un cluster Spark depuis les notebooks, justement pour préparer sa donnée en amont. Du coup, voilà, on travaille ça. Après, on peut faire un premier entraînement de modèle. Mais par contre, sur des gros modèles, ça peut prendre 10, 12 jours. Donc, ça peut être un peu compliqué. Et aussi, on va vouloir retrain son modèle, se le réentraîner. C'est là où ce que tu m'expliquais tout à l'heure, avec Job, on va pouvoir commencer à être scalable sur le compute, à pouvoir appeler ça de manière automatique grâce à la CLI, etc. Exactement. D'accord. Et en fait, training, c'est conteneur as a service sur GPU. Donc, globalement, on va créer son conteneur, y mettre les fonctions qui vont bien, et après lancer son conteneur en appelant la fonction d'entraînement. Et ça va entraîner le modèle. Et du coup, le résultat, si on a mis dans le script, le résultat est stocké sur l'object storage. Et après, il se termine. Ce qui permet quand on a un modèle où on est assez satisfait, on se dit, mais il faut quand même régulièrement le réentraîner. On peut tout à fait, dans un cron, le mettre à se réentraîner toutes les semaines. C'est le nerf de la guerre, en fait. L'entraînement finit jamais, quoi. Si on veut vraiment optimiser, il faut toujours entraîner. Et c'est là où les solutions, Alors, je pense qu'il y a des personnes qui sont habituées à bosser avec les notebooks, ça ne va pas les déranger de se connecter et de faire run. Alors, ça paraît peut-être évident, en tout cas, quand je discutais avec Ella, ça lui paraissait évident, mais moi, ça ne me paraissait pas évident. Le notebook, quand on lance, si on l'éteint, ça n'éteint pas le compute qu'il est en train de faire. Il va continuer à travailler, mais ce n'est pas ce qui est le plus automatisable et le plus industrialisable du monde. Non, il vaut mieux. Il est sur un GPU en plus. Enfin, il n'est pas en grid, quoi. Voilà, et comment dire, le notebook, c'est vraiment l'aspect visuel pour travailler, mais après, quand on veut vraiment rentrer dans le dur et quand il y a un entraînement qui dure 12 jours, on en fait un conteneur, on le lance, et puis après, on revient 12 jours après, et ça s'est bien passé. Bon. Donc, du coup, ça, on le verra un petit peu plus dans le détail dans 15 jours, et puis on verra que c'est plutôt sympa. Alors, il y a autre chose qui est plutôt sympathique. Du coup, je vais ouvrir un terminal, c'est qu'on propose une CLI. Alors, on l'a montré un peu tout à l'heure. Ouais. Tu souris parce que je change les couleurs de mon terminal. Ouais, c'est ça. Je suis très sensible aux couleurs du terminal, et hier, c'était vraiment... J'avais un terminal un peu arc-en-ciel, enfin licorne, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, paillettes, quoi. Mais donc, je suis venu très sobre, du noir et du blanc. Voilà. Donc, le terminal, en fait, on a vu qu'on peut créer des choses. On l'a montré avec la ligne de commande. Moi, ce qui m'intéresse, alors c'est aussi ma vie antérieure, j'ai été pas mal dans l'automatisation et dans les workflows de livraison, etc. C'est qu'on peut piloter plein de choses et aller voir plein de choses. Du coup, j'ai des petites anti-sèches, mais je vais vous montrer rapidement. Alors, la phase de login, elle est déjà faite parce que je suis déjà authentifié, mais en gros, c'est OVHI login. Et après, on a un choix, soit via le terminal, et on reprend l'utilisateur dont on a parlé tout à l'heure, soit on fait navigateur et ça ouvre en fait la pop-up qui va ou pas utiliser la session que j'ai déjà ouverte. Et si elle n'y est pas, elle va me demander mon login password et ça va automatiquement m'authentifier. Donc, c'est assez simple. Là encore, comme je vais éviter de me faire un mauvais tapage de commande. Donc là, ce que je fais, je prends ma commande OVH AI Notebook. Je veux bosser sur les notebooks et je vais les lister. On pourra peut-être montrer où on peut la télécharger. Le CLI. Je montre ça juste après. Donc, alors, je les filtre parce que du coup, j'en ai plusieurs qui sont arrêtés et tout ça. Et en fait, on retrouve ici donc le notebook que j'ai fait, qui est en running. Et surtout, ce qui va être important pour la suite de mes commandes, c'est l'ID qui est ici, puisque je vais utiliser cet ID pour identifier le notebook sur lequel je veux lancer ma commande à chaque fois. Exactement. Je continue. Ça sera pareil, la semaine prochaine, vous verrez ça avec Eléa. Ça sera pareil avec un job, en fait. Après, exactement. C'est ce qui permet après de les lancer et ensuite de
voilà, de vraiment interagir avec. Ouais, et je vais te montrer juste après. On a une cheat sheet qui permet de voir un peu toutes les commandes et on voit qu'en fait notre CLI, elle fait plusieurs choses. Il n'y a pas que Notebook, il n'y a pas que Job. On verra qu'on peut aussi gérer nos données avec. Et donc c'est vraiment un super outil en fait pour tout piloter sans repasser par l'interface graphique, quoi. Oui, c'est ce qu'on s'aperçoit. Les clients commencent par le manager, ce qui est logique. Voilà, c'est le point d'entrée. Après, très vite, les gens basculent sur le CLI parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus automatisable. C'est ça. Et puis bon, c'est un peu la logique du moment, c'est-à-dire que tous les outils, on a vraiment des CLI, on est vraiment de plus en plus à être habitué à avoir des CLI pour pouvoir le scripter, donc c'est hyper important qu'on le fournisse. Alors là, j'ai fait un get. On ne va pas faire toutes les lignes, mais l'idée, c'est qu'on a vraiment tout le détail de notre notebook, y compris la partie storage qui doit être normalement un peu plus bas et qui me dit dans quel état elle est, etc. Je ne vais pas aller plus loin sur les démos. Je vais juste faire un petit stop parce que du coup, ça me permet d'arrêter le notebook que je suis en train de lancer. Et après, comme ça, je vous montrerai deux ressources importantes. Je remonte, je prends mon ID. Tac. Alors, pour ceux qui ont déjà fait de la ligne de commande, notamment Docker, kubectl, etc., on voit qu'il y a, il y a une logique qui se respecte, c'est que souvent, je prends ma CLI, je prends l'écosystème sur lequel je travaillais, dans mon cas, là, c'est Notebook, je lui donne une action et je lui donne un identifiant. Et ça marche souvent comme ça, quoi. Donc, même quand on ne connaît pas toutes les options, on peut essayer de les construire de manière assez logique, quoi, au final. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Puis la doc est plutôt bien faite. La doc est plutôt bien faite. Quelle magnifique transition. Donc, la documentation. Alors, on a alors, ça ne va pas bien sortir à l'écran, je suis désolé, mais on vous partagera le lien. Donc, on a une cheat sheet qui tient sur 2 pages. Si vous venez nous voir en conférence, en général, on a en goodies, on l'a imprimé sur une belle feuille plastifiée, etc. Et là, on voit qu'on a un peu tout. Ça nous explique comment l'installer. Alors, le comment installer, en fait, ça tient sur quelques lignes. On se connecte et puis on download un zip, on l'extrait et c'est alors, on choisit l'OS, donc Windows, macOS ou Linux. Le zip, c'est déjà pas packagé parce que c'est écrit en Rust et donc. Oui, c'est écrit en Rust. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est pas forcément un langage qu'on utilise beaucoup. Non, beaucoup en tout cas, dans l'équipe, c'est beaucoup le Go. Mais justement, c'est ce qu'on disait quand on parlait un peu d'orga des équipes au début, elles ont énormément de responsabilités et d'autonomie aussi. Et du coup, là, l'équipe a fait le choix de faire le CLI en Rust. Et du coup, ils en sont plutôt contents. Et ça marche bien. Du coup, on a un binaire. En fait, on a un seul binaire, pas de dépendance à installer, et juste à des IP à installer. Ici, dans la doc, ce qu'on voit, c'est qu'on va pouvoir manipuler les jobs qu'on a parlé sur training. On peut manipuler, donc, normalement, on a les notebooks un peu en dessous. On a les apps, on parlera un peu de ce que c'est. Et on a un autre paragraphe sur la data. Je laisserai aller voir tout le monde si ça vous intéresse. C'est un peu vraiment la toolbox idéale. C'est-à-dire que même si on ne fait pas de l'AI, si on veut juste manipuler nos objets storage containers, c'est juste aussi plus pratique. Complètement. Donc, une astuce, par exemple, c'est que via l'interface graphique, on ne peut pas uploader de répertoire. C'est forcément un fichier, donc soit plusieurs fichiers, soit un zip de plusieurs fichiers. Avec la CLI, en fait, on peut très vite, un répertoire, lui dire je vais le scripter et je vais l'uploader. Donc voilà, c'est des petits trucs qui sont plutôt sympathiques au final. La CLI qui est écrite en Rust, je ne crois pas dire de bêtises, c'est que de toute façon, comme souvent les CLI, en fait, elles nous abstraient l'utilisation des API qu'on peut ouvrir. Et tu en as parlé rapidement, je te laisserai le temps d'expliquer le use case client qui l'utilise, mais du coup, on a tout un set d'API qui permet de faire tout ce que fait la console d'admin et la CLI, et donc du coup on peut vraiment tout faire si on veut le faire via API au final. On peut rebuilder complet. On a deux. Alors, il y a deux. Je montre la doc pendant que tu l'expliques. Donc c'est une doc qui est accessible de manière classique avec tous les endpoints et les verbes et les ressources qu'il faut utiliser. C'est ça. Et on a deux exemples qui me viennent en tête. C'est notamment HFactory, donc qui est une startup qui ont fait l'équivalent de Google Colab, mais à la française. Et en fait, ils ont recréé toute une interface graphique, notamment pour les étudiants et les challenges IA. Donc, c'est vraiment super bien fait. Et en fait, quand on lance un notebook chez eux, en fait, ils viennent consommer des ressources chez nous et ça se lance chez eux. En fait, ils ont vraiment abstrait. Donc, ils ont abstrait la partie un peu. Alors, pas compliqué, mais qui peut être un peu rébarbatif si chaque client le fait. Ils l'ont surtout adapté à leurs besoins, c'est-à-dire qu'ils peuvent créer des groupes, il y a les professeurs qui se connectent, ils voient la liste des étudiants, ils peuvent donner aussi des… Ils ont rajouté leur fonctionnel en fait sur notre
admin qui n'étaient pas pensés sur leur fonctionnel, mais ce qui est normal, on ne peut pas le faire pour chaque client. Bien sûr. Et du coup, c'est un super, du coup, H-Factory, un super projet, est basé sur l'API. Et ce qu'on disait aussi, autre cas client, c'était Hugging Face, qui déporte une partie, donc en débordement, une partie de leur workload, donc ils ont énormément de training à faire. Juste Hugging Face en 2 mots. Hugging Face, c'est le GitHub pour l'IA. C'est vraiment c'est un acteur majeur de l'IA. Vraiment une super boîte. Et du coup, ils ont énormément de training à faire. Et une partie une partie de leur workload maintenant est déportée chez nous, donc via l'API. En fait, comme les GPU sont... alors, il y a 2 aspects. Donc, à la fois, les GPU sont moins chers. Et aussi, il y avait l'aspect du coup environnemental et sociétal qui est dans leur valeur. On a des valeurs réglementaires aussi avec certains clients qui pourraient demander d'être sur des zones. Pour certains, sûrement, ouais. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a des valeurs aussi communes. Et du coup, en débordement, une partie de leur workload arrive sur AI Training, notamment à Beauharnois. Donc là, via les API, ils envoient les données, ils appellent un job. Du coup, ils ont les conteneurs, ils appellent un job training. Ils font leur entraînement. Et après, donc en fait, c'est transparent pour eux. Transparent, ouais. Pour je pense, l'utilisateur chez eux final, c'est transparent. Ils ne voient pas où est-ce que ça va utiliser. Et grâce aux API, en fait, ça leur permet de se. Après, ils ont quand même quelques mecs hyper bons qui ont réussi à faire le débordement, on ne va pas se mentir. Oui, mais globalement. Le but de l'API, en fait, c'est quoi? Je pense qu'il y a des devs qui sont là. C'est de s'approprier une techno et en la faisant coller à son besoin, en ne réinventant pas la partie pure technique. Et c'est notre objectif. L'idée, ce n'est pas qu'ils réinventent la console d'admin, mais plutôt qu'eux, ils amènent leur métier. Donc, exactement. Là, typiquement, ça peut, si on prend ce cas-là, si vous avez déjà une workload, on va dire, d'IA, où vous faites des entraînements avec GPU, vous pouvez très bien faire un débordement chez nous avec l'API. Du coup, là, au niveau, ce qu'on disait, avec les 3 axes qu'on a, donc prix perf, l'aspect, on va dire, souveraineté, donc du coup, logiquement, la finance est contente, le DPO est content avec l'aspect souveraineté, votre référent RSE, comme avec l'aspect consommation électrique, il est aussi content. Et vous faites un débordement chez nous, vous faites votre entraînement sur GPU, vous récupérez le résultat. Rien que ça, ça fonctionne très bien. Et grâce notamment aux API. Aux API. Moi, ça, c'est cool. On arrive sur la fin, on va avoir 2-3 petits trucs à dire. Donc, juste déjà, je vais rappeler, on a donc tous les liens que je vous ai montrés aujourd'hui. Alors, soit j'avoue que je n'ai pas regardé le chat, mais soit on vous les a déjà donnés, soit on va vous les donner. En fait, il y a un lien principal à retenir, c'est le Discord. Connectez-vous, venez discuter avec nous, faites des essais avec les produits qu'on vous offre et dites-nous ce que vous en pensez, je crois que c'est le mieux. Et honnêtement, on essaie de prendre un maximum de retours et de feedback pour améliorer nos produits, donc c'est vraiment l'objectif. Donc, n'hésitez pas, c'est hyper important. Avant de finir, je voudrais qu'on se réserve un petit à la Steve Jobs. Voilà, une petite dernière chose de sympa qui est arrivée il y a quoi? Il y a 2 jours, je crois. C'est ça, exactement. Donc, c'est AI Apps. Du coup, on dit il y a toute la partie qu'on voit vraiment dans la user journée, le notebook, le training, et maintenant, il y a l'inférence. Il faut vraiment pouvoir... L'inférence, c'est quand vous avez fait votre modèle, il faut pouvoir le servir. Du coup, là, AI Apps, là, est fait pour ça. Du coup, ça permet, pareil, de lancer un conteneur, mais qui va scaler horizontalement pour supporter plus de charges. Ça, c'est le début de, on va dire, toute la partie inférence que l'on va vouloir muscler. Et qui va arriver après, plus tard, il y a aussi tout le monitoring, le nombre d'appels du modèle, la dérive des modèles, tout le monitoring, tout le tooling de monitoring qui va venir derrière. Et aussi, plus tard dans l'année, des modèles sur étagère, parce qu'on voit qu'il y a un SPA comme là qui a utilisé un certain nombre de modèles. Un certain nombre de modèles, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. C'est ce que j'allais dire. Ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait, dans le futur, mettons que j'ai un truc sur étagère qui me fasse du YOLO. Moi, en termes d'applicatif, je suis développeur Java et développeur Angular. Je fais mon front, je fais mon back. En fait, mon back Java, il va appeler des API. Exactement. Qui vont en fait être des applis exposées par apps. Exactement. Et du coup, je vais pouvoir dire, tiens, j'envoie du texte, ou j'envoie une image, ou j'envoie quel que soit ce que je dois analyser et qui va me donner en retour le résultat d'estimation avec la pondération qui va bien. C'est ça. On voit que un des axes, on va dire, de développement actuellement, c'est l'excellence opérationnelle. Donc, on voit dans toutes les entreprises, il y a énormément de travaux qui sont répétitifs, sur lesquels on peut gagner du temps et donc réduire les coûts. Donc, typiquement, on va avoir, on a tous 1000 mails par jour. On va avoir des juristes qui ont 100 documents à lire par jour. Donc, du coup, ça devient ingérable.
dans l'application qui existe déjà. En fait, vous avez votre value stream qui existe déjà. Ouais. Vous travaillez déjà. On va vraiment aller chercher des modèles d'IA pour leverager, de donner un levier à toute votre value stream. Typiquement, voilà, vous avez des mails, vous en avez 1000 par jour. Vous appelez une API qui vous donne l'analyse de sentiment dans le mail pour avoir l'urgence. Est-ce que c'est un mail urgent ou pas? Voilà, déjà le sujet du mail, globalement, un petit résumé. Et ça vous permet déjà de faire un premier tri dans vos mails, ce qui là vous gagnez du temps. Vous êtes un juriste, vous avez 100 documents à lire tous les jours, ça vous fait un résumé des documents. Du coup, on amène l'IA dans notre entreprise. Exactement. Sans devoir investir, ou plutôt pas investir, mais en tout cas construire du hard, mais aussi devoir packager des choses. Et en fait, on a juste vraiment à l'appeler et ça nous donne tout ce qu'on veut. C'est un premier niveau. Alors après, ça on remplacera jamais le data scientist, le fine-tuning de tous les modèles, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça sera un premier niveau qu'on va apporter. Et ce qui d'ailleurs n'empêchera pas de prendre des modèles sur étagère, de les réentraîner avec des datasets que le client aura amené pour vraiment, typiquement, vraiment spécifier son modèle à son activité et après le redéployer chez nous avec toute la brique d'inférence que l'on va donner. Donc, on a des belles choses encore à produire. Plein de choses à faire. On arrive sur la fin. Je n'ai pas du tout regardé le chat, donc je vais peut-être demander à la régie savoir s'il y a des questions auxquelles il faudrait que je réponde. Non, c'est bon. Moi, j'ai passé un bon moment. J'ai appris des choses. J'espère qu'il y a du monde qui a appris des choses. L'idée, c'était vraiment de ne pas rentrer dans le dur, de donner envie et d'expliquer ce qu'on voulait faire chez OVH Cloud dans cet écosystème. Je pense qu'on a vraiment des choses qui sont sympas et on a aussi une feuille de route qui est hyper ambitieuse et hyper intéressante. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est de donner rendez-vous dans 15 jours avec Eléa qui va vraiment nous permettre de rentrer dans le monde de la data science pour vraiment voir comment on peut utiliser de manière beaucoup plus poussée ces outils. Exactement. Mais là, c'est vraiment à destiner aux gens qui font de l'IA. Voilà, vous allez vraiment entraîner votre modèle et montrer aussi comment utiliser training pour vraiment faire l'entraînement massif. Là, ce n'est pas seulement l'utilisation en surface. Et puis, on essaiera de rentrer un peu dans Apps aussi, dans AI Apps quand même, pour montrer un peu ce que c'est. Vu que c'est en alpha, on ne va pas pouvoir s'empêcher d'aller bidouiller un peu. C'est en alpha, mettez pas de la... Alors, sur Training et sur Notebook, c'est en GA, donc toute la prod du monde, ça va dessus. Ne mettez pas de prod sur Apps. Exactement, pas encore. C'est de l'alpha. Mais tout le reste, oui. Tout le reste, ça tourne, c'est une horloge. Kevin, merci beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très clair. C'était sympa. Merci à vous toutes, à vous tous. J'ai envie de vous dire à dans 15 jours, toujours à Brest, parce que moi, j'adore Brest, donc je reviens à Brest. Je vais déménager, peut-être. Et je vous dis bonne journée. Et puis, n'hésitez pas à utiliser les vouchers. Testez. Faites-nous des retours sur le Discord. On est hyper preneurs. Merci tout le monde. Merci. Ciao. Au revoir.